Saint-Genet, comédien et martyr. Pour l'instant, Genet jouit d'aimer les faux bijoux d'un faux amour, le même faux amour qu'il porte à Stilitano, le faux dur. Ici encore, le jeu de l'imposture est mené jusqu'au bout. Il imagine qu'il aime une apparence de joyau, une fausse femme, nourrissant pour une apparence d'homme, une passion imaginaire, et se parant pour lui plaire avec des apparences de bijoux. N'est-ce pas la définition de la pédérastie? Car on ne peut vouer aux apparences qu'une apparence de sentiment. Et cela aussi, c'est le mal. Si je crois voir un homme, la nuit j'aurai peur, peut-être. Mais si je constate que cet homme est une illusion de mes sens, ma peur disparaîtra. L'illusion aussi. Je ne puis plus voir l'homme dès que j'ai perçu l'arbre. Je ne puis même plus comprendre comment j'avais pu le voir. Si le fantasme persiste, il devient plat, inefficace. Je sais qu'il vient de moi. Celui qui, comme Genet, se réjouit de l'apparence en tant qu'elle est apparence, ne peut donc recevoir d'elle ses affections. Quelle peur, quel trouble pourrait-elle provoquer, ces images qu'il est conscient de créer? Et si pourtant il veut aimer, haïr, trembler à propos d'elle, il faut qu'il s'affecte lui-même d'amour, de crainte ou de haine, et que, par un nouveau mensonge, il rapporte ses sentiments aux images comme à leur cause, tout en sachant fort bien qu'ils viennent de lui. Ainsi, l'objet est néant, le sentiment est joué, et le rapport qui les unit est imaginaire, triomphe de la perversité. Voilà qui est fait pour enchanter un homme qui, jusque dans ses passions, a la passivité en horreur. Rien ne le dérange, rien ne le déborde. Il n'y a pas plus dans l'image qu'il ne veut et qu'il ne sait. À elle et à elle seule s'applique la définition célèbre, et c'est est percipi. Une créature de chair et d'os surprend, déçoit, déjoue les projets, donne toujours plus et moins qu'on attend. Mais en face de ces apparences stéréotypées, trouées de néant, vaporeuses, dont quelques traits seulement, toujours les mêmes, sont soulignés, Genet se réjouit de parvenir presque à se troubler lui-même. Il imagine un bon rôle et se caresse la queue à travers sa poche. La queue durcit sous ses doigts, le trouble monte, l'image du Mac en acquiert quelque consistance, mais Genet se plaît à affirmer que c'est l'image qui le fait bander. On aura quelque peine à se représenter ce travail démoniaque. Il faut d'abord retenir l'apparence de s'évanouir tout à fait. Sous le regard cynique qui la fixe et qui se sait la produire, elle pâlit. Elle est en train de se dissiper. Pourtant, par un violent effort contre soi, par une recréation continuée, Genet lui maintient un semblant d'objectivité. Bref, la voilà revenue à vouloir l'impossible. Cette tension contradictoire l'enchante. Sa perversité aime à se crisper sur du vide. Il sait que l'image est néant, il n'a garde de l'oublier. Et puisque ce savoir est indestructible, puisque c'est l'évidence même du je pense, sa foi dans l'objectivité de l'apparence devient elle-même imaginaire. Genet s'y réalise. Il joue le rôle d'un faux Genet qui serait dupe de ses fantasmes. Il sait qu'ils sont néants, et il feint de croire qu'ils ont de l'être. En même temps, il espère, ou feint d'espérer, que, dans ce lieu étrange où le traître se change en sainte, où le néant devient être, où toutes les contradictions parviennent à l'unité, ce conflit nouveau de la croyance et du savoir recevra une solution. Là-bas, ailleurs, la croyance se change en savoir, les images deviennent vraies. Genet se trouve le vrai héros d'une aventure royale. Parfois, j'ai bien cru qu'il allait suffire d'un rien, un déplacement léger, imperceptible du plan sur lequel je vis, pour que ce monde m'entourât, fût réel et réellement moi, qu'il aurait suffi d'un léger effort de ma pensée pour que je découvrisse les formules magiques ouvrant les vannes, écrit-il dans Notre-Dame des Fleurs.
et dans le miracle de la rose, l'imagination m'entoura d'une foule d'aventures charmantes, destinées peut-être à adoucir ma rencontre avec le fond de ce précipice, car je croyais qu'il avait un fond, mais de désespoir n'en a pas. Et, au fur et à mesure que je tombais, la vitesse de la chute accélérait mon activité cérébrale. Mon imagination inlassable tissait. Elle tissait d'autres aventures, et de nouvelles encore, et toujours plus vite. Enfin, emportée, exaltée par la violence, il me parut à plusieurs reprises qu'elle n'était plus l'imagination, mais une autre faculté plus haute, une faculté salvatrice. Toutes les aventures inventées et splendides, de plus en plus, prenaient une sorte de consistance dans le monde physique. Elles appartenaient au monde de la matière. Pas ici toutefois, mais je pressentais qu'elles existaient quelque part. Ce n'est pas moi qui les vivais. Elles vivaient ailleurs, et sans moi. Exaltée, en quelque sorte, cette nouvelle faculté surgit de l'imagination, mais plus haute qu'elle, me les montrait, me les préparait, les organisait toutes prêtes à me recevoir. Il suffisait de peu de choses pour que je quitte l'aventure désastreuse que vivait mon corps, que je quitte mon corps. J'ai donc eu raison de dire que le désespoir fait sortir de soi-même, et me projette dans ces autres aventures consolantes qui se déroulaient parallèlement à la pauvre mienne. Et j'étais, grâce à une peur immense, sur le chemin miraculeux des secrets de l'Inde. Des secrets de l'Inde? Non. Et je ne le sais fort bien. S'il devait parvenir un jour à croire pour de bon que ces fantasmes sont réels, cela ne voudrait point dire qu'ils ont acquis de l'être, mais qu'il a perdu le sien. Il ne peut rentrer dans le monde des rêves parce qu'il appartient au monde réel. Mais s'il pouvait achever ce mouvement d'irréalisation qu'il amorce, s'accrocher tout à fait à l'être et devenir tout à fait imaginaire, alors, sans cesser d'être des apparences, les fictions qu'il imagine deviendraient pour cette fiction nouvelle des vérités. Les fantasmagories que j'invente sont pour moi des mensonges, mais pour les mensonges que j'y loge et leurs personnages, elles représentent la mesure du réel. Pour Stendhal, Fabrice et la tour Farnèse sont imaginaires également. Mais dans l'imaginaire, la tour qui l'emprisonne est pour Fabrice une vraie tour. Être un Stendhal qui, poussant à l'extrême son effort d'invention, se transformerait lui-même en un compagnon de jeu de Fabrice, voilà le vœu de Genet. En un certain sens, c'est tout à fait impossible. En un autre, c'est ce qui nous arrive tous les jours, quand nous dormons. Ainsi, nous retrouvons le vieux rêve d'évanouissement que Genet garde au fond de lui-même. Dormir, rêver peut-être, dit Hamlet. L'anéantissement de Genet, l'impossible nullité qu'il recherche, ce ne serait pas un sommeil sans rêve. Il deviendrait un des personnages plats de son propre cauchemar. Mais il s'arrête à temps. Il ne faut pas s'évanouir. Il faut constater l'échec de sa tentative pour s'y réaliser. Il demeure flottant entre le vrai savoir et la croyance jouée, comme l'image qu'il soutient flotte entre l'apparition et la disparition. Et c'est dans cet état intermédiaire qu'il produit en lui des sentiments fantômes, c'est-à-dire des gestes et des mots, le schéma vide et abstrait de l'émotion qu'il veut ressentir. Or, c'est précisément l'état où il souhaitait atteindre. L'image n'est plus qu'une mince pellicule qui sépare sa liberté d'elle-même. La liberté est ordinairement insaisissable. Inactive, on ne saurait la toucher. Engagée, on la perd de vue. On a conscience que de l'entreprise et des tâches à remplir. Mais dans cet instant crépusculaire où l'image va se dissiper, où l'entreprise ne propose aucune tâche particulière parce qu'elle est, de principe, impossible, la liberté nue, inagissante, et pourtant crispée, s'atteint elle-même dans son vain effort pour conférer l'être au néant, dans sa finitude, dans son échec, mais aussi dans son affirmation fondamentale, dans son défi à l'être et à Dieu. Nous découvrons enfin le secret de cette vie imaginaire, l'image et l'inconsistante médiation qui rejoint Narcisse à lui-même. L'opéra fabuleux aboutit à la masturbation.
Tous les détenus se livrent à la masturbation. Mais à l'ordinaire, c'est faute de mieux. À ces fastes solitaires, ils préféreraient la plus regrettable putain. Bref, ils font un bon usage de l'imaginaire. Ce sont des onanistes honnêtes. Moi, disait avec honnêteté à Cincinnati un journaliste français, outré du puritanisme américain, moi, 35 ans, croix de guerre, 4 enfants, je me suis masturbé ce matin. Voilà injuste. Mais Genet veut faire mauvais usage de la masturbation. Décider de préférer à tout les apparences, c'est mettre l'onanisme par principe au-dessus de tout accouplement. Au reste, il était en bon chemin. Des voyous de chair et d'os jouent et le rôle du Mac, lui prêtaient leur réalité. Mais, disais-je déjà Genet, prétexte à mon irisation, puis à ma transparence, à mon absence enfin, ces garçons dont je parle s'évaporent. Il ne demeure d'eux que ce qui demeure de moi. Pourquoi ne pas les supprimer tout à fait? Les images suffiront amplement à manifester les grandes essences pédérastiques. Cette phrase de Genet me paraît admirablement définir sa masturbation. Je ne suis que par eux, qui ne sont rien, n'étant que par moi. Onaniste par élection. Genet préfère ses propres caresses parce que la jouissance reçue y coïncide avec la jouissance donnée, le moment de la passivité avec celui de la plus grande activité. Il est à la fois cette conscience qui se caille et cette main qui s'énerve à barater. Être, existence, foi, œuvre. Inertie masochiste et férocité sadique. Pétrification et liberté. À l'instant de la jouissance des deux composants contradictoires de Genet coïncident. Il est le criminel qui viole et la sainte qui se laisse violer. Sur son corps, une main caresse divine. Ou bien cette main qui le caresse est la main de Mignon. Le masturbé s'y réalise. Il est tout près de découvrir les formules magiques qui ouvrent les vannes. Genet a disparu. Caressant ou caressé, il faut bien à la fin que ces fantasmes se résorbent en Narcisse. Narcisse a peur des hommes, de leur jugement, de leur présence réelle. Il ne souhaite qu'éprouver une aurore d'amour pour lui-même. Il ne demande qu'un peu de recul par rapport à son propre corps, qu'un léger glacis d'altérité sur sa chair et sur ses pensées. Ces personnages sont des fondants. Cette inconsistance le rassure et sert ses dessins sacrilèges. Elle caricature l'amour. Le masturbé s'enchante de ne jamais pouvoir se sentir assez un autre et de produire à lui tout seul. Seule l'apparence diabolique d'un couple qui se fane dès qu'on le touche. L'échec de la jouissance est jouissance acide de l'échec. Acte démoniaque pur, l'onanisme soutient au cœur de la conscience une apparence d'apparence. La masturbation, c'est l'irréalisation du monde et du masturbé lui-même. Mais cet homme qui se fait manger par son propre rêve, sait pertinemment que ce rêve ne tient que par sa volonté. Divine ne cesse d'absorber Genet en elle, ni Genet ne cesse de résorber en lui Divine. Et pourtant, par un renversement qui portera l'extase à son comble, ce clair néant provoquera dans le monde vrai des événements réels, l'érection, l'éjaculation, les taches humides sur les couvrantes ont l'imaginaire pour cause. D'un même mouvement, l'onaniste capte le monde pour le dissoudre et insère l'ordre de l'irréel dans l'univers. Il faut bien qu'elles soient, les images, puisqu'elles agissent. Non, l'onanisme de Narcisse n'est pas, comme un vain peuple le pense, une petite galanterie qu'on se fait vers le soir, la récompense gentille et gamine d'un jour de labeur. Il se veut crime. C'est de son néant que Genet attirait sa jouissance. La solitude, l'impuissance, l'irréel, le mal ont produit directement et sans recourir à l'être un événement dans le monde.